une heure de débrief sur l'actualité locale. Et comme je vous le disais avant la coupure pub, l'actualité du jour, eh bien, c'est ce cri d'alarme des gérants de boîtes de nuit notamment, mais aussi des sociétés événementielles qui ne fonctionnent pas depuis le 15 mars dernier et qui commencent à avoir de sérieuses difficultés financières puisque les charges visiblement, elles, courent toujours et sont incompressibles. Donc ça les met quand même dans des situations assez délicates. Et pour en parler avec moi ce soir, dans un premier temps, nous avons Silvio Grava, qui est gérant du Cercle et secrétaire du Syndipro. Bonsoir Monsieur Grava. Bonsoir tout le monde, bonsoir Canal 10, merci de nous avoir invités en tout cas. Ah mais on comprend justement puisque dans la conférence de presse c'est ressorti, c'est vrai qu'on ne vous entend jamais. Les gérants de boîtes de nuit, c'est vrai que c'est un monde un peu à part et on ne vous entend jamais. Et pour le coup, effectivement, on est assez surpris qu'il y ait toute une organisation autour de cela, puisqu'on pensait que secteur par secteur, techniquement, des solutions devaient être portées. Là, on est quand même à 6 mois. Complètement, on est à 6 mois de fermeture. Ça fait 6 mois de fermeture, c'est quand même énorme. C'est énorme, surtout sachant que les 6 mois interviennent à une période où on est censé faire près de 80% de notre chiffre d'affaires annuel. Donc c'est vrai que ça fait très très mal. Donc quand on vous a annoncé, puisque tout le monde attendait l'annonce un peu avant les grandes vacances, complètement, à la sortie d'école, pour voir qu'est-ce qui allait reprendre, bon, mauvaise surprise pour vous finalement, pas de salle de plus de 5000 personnes, pas de boîte de nuit, mais possibilité quand même pour les bars. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire on espérait reprendre l'activité le 10 juillet exactement. Malheureusement, par rapport aux conditions sanitaires, ils ont très clairement interdit les discothèques, toléré les salles de spectacle et les bars. Donc voilà, les bars ont pu fonctionner, les restaurants également, avec bien évidemment des mesures sanitaires qu'ils avaient l'obligation d'appliquer. Oui, mais est-ce que vous, par exemple, les boîtes de nuit étaient en mesure d'appliquer ces mesures sanitaires? Alors, il faut savoir que le 10 juillet, on n'était vraiment pas très loin de la réouverture. On avait même commencé tous à se préparer parce qu'il y avait des protocoles sanitaires qui avaient été négociés par les syndicats de façon nationale avec le gouvernement directement. Des protocoles sanitaires qui avaient été validés, qui finalement, au dernier moment, ça a été la douche froide, comme on dit pour tout le monde, où on a découvert que non, on va rester fermé pour une durée indéterminée. Jusqu'à maintenant, hypothétiquement, on est censé rester fermé jusqu'au 21 septembre, mais vous et moi, on a pleinement conscience de la situation sanitaire qui ne s'améliore pas, que ce soit en Guadeloupe ou dans l'Hexagone. Avec la rentrée scolaire, tout le monde s'attend à une aggravation. Complètement, tout le monde s'attend à une aggravation, donc on sait même pour nous qu'on ne reprendra pas le 21 septembre. Mais pourquoi le 21? Est-ce qu'il y a une explication on ne sait pas. Choix de la date du 21 septembre? On nous a sorti des dates comme ça, le 21 septembre. On ne sait pas pourquoi le 21. Donc voilà, nous, on sait pleinement en sachant que même si on reprend le 21 septembre, il faut savoir que de septembre à, on va dire, décembre, c'est la période morte pour les discothèques. C'est vraiment la période la plus calme pour nous. On a vraiment deux périodes qui sont vraiment très calmes. C'est la rentrée et la période du carême. C'est vraiment l'activité quasiment morte. Donc de toute façon, la reprise pour vous en septembre, c'était pas... Très clairement, même si on reprend en septembre, on sera à perte. Donc on va dire, comme je vous ai dit, on fait majoritairement notre chiffre d'affaires entre, on va dire, juste après le carême jusqu'à fin août. Et après, on va dire, ce qu'on gagne pendant cette période-là nous permet de survivre le reste de l'année. D'accord. Bon, après, effectivement, vous parlez de pertes. On va être précis un peu sur les chiffres pour expliquer un petit peu les coûts de fonctionnement quand même pour une boîte de nuit. Mais de prime abord, quand même, quand on parle de gérant de boîte de nuit, on voit le mec un peu qui roule sur l'or, ou la femme qui roule un peu sur l'or, qui fait beaucoup d'argent parce que l'alcool, ça coûte un peu cher en soirée. Complètement. Donc, tout le monde s'imagine qu'en fait, peut-être que vous avez des comptes avec des millions d'euros et que vous pouvez tenir, clairement. Mais justement, on a cette étiquette qu'on nous colle de millionnaires, de personnes qui roulent sur l'or, qui touchent énormément d'argent. Pour vous donner une idée de l'activité du secteur, il y a quelques années, il y avait plus de 3000 discothèques en France. À date, nous sommes à peu près 1200. Donc, on a perdu près de la moitié en quelques années. Donc, ça vous laisse deviner qu'au final, il n'y a pas vraiment d'argent dans ce secteur. Toutes les discothèques qui sont là aujourd'hui, tous les gérants, c'est pas pour l'argent qu'on fait ce métier-là, mais c'est parce qu'on l'aime, c'est par passion, c'est parce qu'on aime le monde de la nuit, c'est parce que sinon tout le monde arrête. Mais ça rapporte moins qu'avant. Ça rapporte beaucoup moins qu'avant. C'est vrai qu'il y a une période où, effectivement, c'était vraiment l'essor des discothèques, toutes les discothèques qui étaient blindées. C'était l'âge d'or des boîtes de nuit, des discothèques il y a quelques années, même au début des années 2000. Là, aujourd'hui, très clairement, les habitudes
du consommateur ont évolué, les habitudes de sortie ont évolué. Il faut que les discothèques évoluent également dans ce sens. Est-ce que justement, ce n'est pas l'occasion pour vous de vous remettre en question sur la gestion des boîtes de nuit et sur peut-être l'évolution? Parce qu'on constate que finalement, les boîtes de nuit et les bars sont sur deux réglementations différentes, mais que les boîtes de nuit ne peuvent pas évoluer en bar, mais que les bars, eux, évoluent en boîte de nuit. Alors, normalement, si tout le monde respecte la loi, les bars ne sont pas censés évoluer en boîte de nuit. C'est-à-dire, normalement, effectivement, si chaque secteur d'activité respectait son cadre légal, que ce soit la restauration, les bars ou les discothèques, on travaillerait ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai que certains bars, à cause de certains laxismes, ont pu justement étendre leurs horaires. Mais juste pour rappel, il y a un décret qui a été sorti en 2016 qui confirme bien que les bars sont censés fermer, les bars et restaurants, minuit 30 en semaine et 2 heures le week-end. Et vous et moi, on sait très bien qu'en faisant juste le tour de la Guadeloupe, ce n'est pas respecté. C'est vraiment pas compliqué. Tout à fait. L'heure de base, c'est 2 heures du matin. C'est cela. C'est un peu dicté comme ça et tout le monde fonctionne sur ce principe. Mais effectivement, ça crée des soucis. Complètement. Ça crée des soucis parce que très clairement, nous, les discothèques, on a une mission. C'est-à-dire, on est vraiment là pour encadrer la fête. Et une fois que les bars sont fermés, normalement, on est dû être les seuls ouverts à partir de 3 heures du matin jusqu'à l'aube, pour pouvoir encadrer les personnes, que ce soit au niveau de la consommation d'alcool, que ce soit au niveau de la fête, proposer un cadre justement pour pouvoir encadrer ces personnes qui font la fête. Après, je suis entièrement d'accord, on ne fait pas l'unanimité malheureusement, il y a certaines personnes qui n'aiment pas la fête, mais il y a d'autres personnes qui aiment ce type d'activité. Donc on est là pour les accompagner et faire plaisir à justement ces personnes qui aiment faire la fête. Ah, vous mettez le doigt directement dans la fourmilière, puisque effectivement, il y en a qui doivent se réjouir. C'est pas complètement. Il y en a qui se réjouissent de cette situation, qui ne sont pas favorables à l'événementiel en général, la fête en général, parce que c'est décadence. Enfin bon, il se passe certaines choses la nuit qui ne se passeraient pas la journée, mais bon, tous les chats sont gris, on le sait. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes? Moi, la seule chose que je souhaiterais dire à ces personnes, il en faut pour tous les goûts. Certains préfèrent aller faire une randonnée, d'autres préfèrent lire chez eux, d'autres préfèrent aller jouer un instrument de musique. Mais d'autres personnes préfèrent aller en discothèque. Pour certaines personnes, c'est la seule distraction du week-end qui permet d'évacuer la pression de la semaine. Très clairement, au niveau de la clientèle des discothèques, ce sont souvent des clients récurrents qu'on a. Donc on voit que ça devient vraiment une habitude dans la vie de certaines personnes. Donc il en faut pour tout le monde. Si certaines personnes aiment aller en discothèque, aiment faire la fête, ben, tant mieux pour eux. Si d'autres n'aiment pas, eh ben, vous pouvez faire une autre activité. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas critiquer les personnes qui vont en discothèque. Et à contrario, les personnes en discothèque doivent respecter également ceux qui n'apprécient pas forcément ce mode de vie. Respect mutuel. Tout à fait. Respect mutuel des deux parties, on va dire. Tout simplement. Nous a rejoint sur le plateau Laurent Millet, qui est gérant du W. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on faisait justement un petit état des lieux avec Monsieur Grava sur la situation justement que vous connaissiez en boîte de nuit. Vous êtes un exemple assez poignant quand même, puisque on vous a rencontré aujourd'hui. Vous avez 6 mois d'impayés de loyer. Vous êtes depuis mars, donc un peu quand même beaucoup au bord de la fermeture, sans issue. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? On attend que le gouvernement réagisse et puisse nous dire la situation elle est comme ça. Maintenant, à partir de maintenant, il faut que vous nous disiez, vous pouvez avoir telle aide, on peut geler les loyers, votre propriétaire peut être défiscalisé de ses loyers. Il y a plein de solutions possibles. Maintenant, on aimerait qu'on puisse nous donner une marche à suivre, qu'on nous dise voilà, vous pouvez pérenniser votre entreprise, la sauver de cette manière-là. Parce que moi, comme on en a parlé tout à l'heure, demain, mon propriétaire est en droit de me mettre dehors. J'ai plus de 3 mois de loyer de retard, il est en droit de me faire un courrier recommandé, de me dire voilà, vous nous rendez les clés, vous laissez tout le matériel dedans parce que vous nous devez de l'argent et vous partez. Voilà, ça veut dire que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter pour moi. C'est quand même une sacrée épée de Damoclès au-dessus de la tête. Oui, 20 ans de métier de nuit pour en arriver à ce niveau-là, des employés, plein de monde qui sont tributaires de cette activité pour pouvoir vivre. Et qui, du jour au lendemain, peuvent se retrouver, comme on dit, une main devant, une main derrière, quoi. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une réorganisation peut-être forcée du monde de la nuit? Parce que tous les secteurs, pour bien préciser la pensée, tous les secteurs ont été
on va dire, organisés pour souffrir le moins possible, ou ont reçu des aides diverses et variées pour en souffrir le moins possible. Vous êtes quasiment les seuls à être fermés jusqu'à l'heure où on parle. On est les seuls. Ouais, vous êtes les seuls à être fermés à l'heure où on parle, sans solution pérenne en fait. Donc, Sans solution tout court. est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce que le monde de la nuit doit évoluer? Et que vous devez tous devenir des bars peut-être, des Alors, bars, restaurants, lounge? Il y a une certitude que le monde de la nuit va évoluer. Ça, c'est pas négociable. Le monde, en général, va évoluer. Avec la Covid et tout ce qui nous arrive actuellement, on va être forcé de se réinventer. Maintenant, le faire tout de suite, maintenant, dans la situation actuelle, c'est impossible, parce qu'on ne sait même pas où on va. Et Donc, vous avez les investissements en bas. Et financièrement parlant, on n'a aucune visibilité. Donc c'est vrai que Donc c'est... pas de prêt si vous n'avez pas de vision Aujourd'hui, on a une solution de prêt. Mais comment voulez-vous faire un prêt quand vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez reprendre une activité professionnelle? C'est complètement incompatible. C'est vraiment on va dire, se pénaliser d'accepter cette solution de prêt. Enfin, c'est mon avis personnel. Je respecte tout à fait. Tout à fait, ce serait rajouter une couche parce que forcément un prêt, il y a un remboursement derrière à une certaine échéance. Et étant donné qu'on n'a aucune visibilité d'une éventuelle reprise, donc pour nous très clairement, c'est pas au niveau du cercle, ce n'est pas une solution. Et est-ce que vous avez l'impression d'être écouté? Parce que nous, non. De mon point de vue, Aujourd'hui, quand même, c'est long. Aujourd'hui, on va dire que sur le plan national, il y a eu plusieurs négociations qui ont été faites avec les syndicats. On a toujours eu l'impression d'être écoutés, mais au final, nous, ce qu'on attend, c'est les résultats. Donc c'est vrai que localement parlant, avec le Syndipro, on arrive à faire pas mal de choses évoluer, pas mal de rendez-vous avec les autorités. Mais c'est vrai qu'on attend vraiment des résultats qui aujourd'hui tardent à arriver, des décrets qui sont sortis, qui ne sont toujours pas appliqués, des promesses qu'on nous fait et on n'a toujours pas les résultats. Donc c'est vraiment ce qu'on attend, nous, des résultats concrets, que chaque institution, on va dire, respecte sa parole et ses engagements. Mais à votre stade, le seul acte concret, c'est combien? La seule question concrète, ce serait combien? Nous, il y a plusieurs solutions, comme l'a évoqué Laurent, et c'est vrai que c'est la plus grosse difficulté pour nous, ça concerne les loyers. Et justement, cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête avec nos bailleurs. Il faut savoir qu'au niveau des discothèques, on n'est pas tous propriétaires. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a également beaucoup de charges qui sont en plus des loyers. Donc on va dire... En moyenne, on est à peu près à 13-14 000 euros, sachant qu'il y a des établissements qui ont beaucoup plus de charges à assumer tous les mois, malgré la fermeture. Donc c'est ce qui est dur. C'est ce qui est dur depuis mars, zéro entrée d'argent. Mais malgré ça, toutes les charges continuent, sociales, fiscales, les loyers continuent, l'eau, l'électricité, parce que bien évidemment, on a des équipements qu'il faut continuer à faire tourner. Voilà, donc c'est très compliqué. Tout à perdre en ce moment, monsieur Nid. Ah oui, mais rien que je pensais quand il disait les loyers et tout ça. Même encore aujourd'hui, EDF qui m'a appelé. Il me dit voilà. J'ai vu que vous étiez parti dans vos sons, justement. C'est EDF, ils m'ont appelé encore aujourd'hui pour me dire au fait, il y a des factures à payer. Je dis bah oui, effectivement. Est-ce qu'on peut attendre au moins que je réouvre? Ah bah non, hein. C'est pas possible. Hein. Okay. Est-ce que vous faites plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires annuel? Oui. Ah bah on peut rien faire, faut payer tout de suite. Donc en fait, l'aspect Covid n'est pas vraiment pris en compte en fait. Alors, on ne regarde pas l'arrêt d'activité, toutes les pendant la période de confinement. Tout s'était stoppé, l'économie complète s'est stoppée, tout le monde a payé, arrêté de payer, tout s'est gelé. Mais dès qu'il y a eu le retour à la vie normale, l'après-confinement, tout s'est déverrouillé, toutes les entreprises ont commencé à retravailler et à réclamer les factures qu'on leur doit. C'est des petites sommes. J'ai le gars qui me vend le café qui m'a appelé aujourd'hui, je lui dois 300 euros. On n'est pas sur des montants faramineux, mais lui, il en a besoin pour vivre. Sauf que moi, je ne suis pas capable de lui les donner. Puisque zéro rentrée. Exactement. Situation assez complexe. Très complexe. Donc on vous a fait, je crois, une proposition, peut-être pour renflouer un peu vos caisses. C'est une proposition qui est effective ou bien c'est en négociation? C'est une proposition effective, mais qu'on souhaiterait renégocier. C'est-à-dire aujourd'hui, la proposition du gouvernement, ce serait de nous fournir une aide de 15 000 euros sur 3 mois, donc soit 45 000 euros pour couvrir les mois de juin, juillet, août, donc ce qui représenterait un maximum de 45 000 euros. Nous, ce qu'on voudrait rediscuter, ce sont les conditions. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une trame très claire exactement des conditions qui vont être appliquées pour pouvoir bénéficier de cette aide. Mais c'est surtout que nous, ce qu'on souhaiterait renégocier avec le gouvernement, on est fermé depuis mars.
Pourquoi nous indemniser uniquement juin, juillet, août? On n'a aucune perspective d'une reprise d'activité potentielle. Ils ont dû se dire, oh, ils ont dû toucher les 1500 euros. Peut-être, on a dû Ils n'en toucher. ont pas besoin. On a dû toucher peut-être les 1500 euros d'aide. On n'a aucune perspective de reprise, pas même partielle. C'est ça le plus grave. Ouais. C'est-à-dire beaucoup d'entreprises, notamment les bars, les restaurants, ont pu reprendre une Tout activité. le monde s'est réactivé le plus Tout le monde vite s'est que possible. réactivé, même de façon partielle, même si certains tournent à Avec 10, livraison, 20%. Voilà, service complètement. emporté. Mais nous, on est à zéro. On est vraiment fermé de chez fermé. Donc là, c'est ce qui est le plus compliqué, vraiment. Donc, essayez de négocier cette aide. Essayer de au-delà négocier 3 mois. cette aide de rétroactivité jusqu'à la réouverture des établissements. Et notamment pour les établissements qui sont bien évidemment au-dessus des 15 000 euros mensuels de charges malgré le fait qu'on soit fermé, ben, avoir une négociation à ce niveau-là également pour voir si on peut avoir une extension de l'enveloppe pour certains établissements notamment. Alors, quand vous dites 15 000 euros, pour beaucoup, ce sera c'est énorme. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu du fonctionnement d'une boîte de nuit pour savoir qu'est-ce qui coûte quoi, qu'est-ce qui coûte cher? Bon, on sait, il y a les employés déjà payés tous les mois. Vous en avez certains qui sont en CDI, d'autres qui sont occasionnels. Mais il y a quand même une masse salariale. Ensuite, il y a le matériel. Il y a quoi d'autre? Il y a le matériel, il y a très clairement un point important, c'est la boisson, parce que nous, on ne travaille pas à la sortie, comme certaines. Donc, tous les stocks qui sont chez nous sont payés. D'accord. Donc, il n'y a pas de négociation à ce niveau. Les loyers, l'eau, l'électricité, qui est un très gros point, parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais la quantité d'appareils qu'on a en fonctionnement entre les jeux de lumière, la sono, tous les instruments de sécurité que nous avons, ça tire énormément. Et la clim. Et la clim, entre les charges sociales, fiscales que nous avons, sincèrement, nous, au niveau du cercle, en matière de Pas de fonds, gel de charges fiscales et sociales. Ça court. jusqu'à maintenant, rien n'a été gelé. Même la SACEM, rien n'a été gelé. D'accord. Donc on doit payer, D'accord. payer. En matière de fonctionnement, nous, même en étant fermé, il faut qu'on dégage entre 11 et 13 000 euros tous les mois, même si on est fermé. De toute façon. Bon, bah, donc sur les 15 000, bon, on fait le calcul, il est vite fait. Juste pour que vous compreniez, il y a un point qui est très important. Contrairement à beaucoup de sociétés, nous, on a la SACEM, et la SACEM fonctionne au chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas les bénéfices ne les intéressent pas. Ils ne cherchent pas à savoir combien on va gagner. Ça veut dire que vous vendez une bouteille à 100 euros, vous enlevez 12%. Il y a 12 euros déjà, vous les prenez, vous les donnez à la SACEM. Ça ne les intéresse pas de savoir combien d'électricité, les employés de ça. Non, 12% du chiffre d'affaires brut, c'est la SACEM. C'est énorme. C'est des frais monstrueux. Aucune autre société n'a ça. C'est comme si vous aviez une deuxième TVA. Mais la SACEM, c'est particulier quand même. C'est réservé aux boîtes de nuit. Ils défendent quelque chose, mais c'est dur. C'est très dur pour nous. Donc quand vous arrivez... Même 12% pour être renégocié, parce que c'est vrai que Ça 12%, c'est encore une autre émission. Ah ouais, ça, c'est une autre émission, exactement. Mais ça viendra. Je pense que ces discussions-là viendront, puisque sur l'événementiel, c'est vrai que beaucoup se plaignent du taux de la SACEM, quoi. Ça, c'est assez important. Le fonctionnement complet de la SACEM est je pense, à réétudier parce que c'est une discussion très longue et ça va prendre du temps. On prendra ce temps-là. On prendra ce temps-là pour une émission. En attendant, on se quitte pour une petite page de publicité et on revient tout de suite avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Silvio Grava, qui est gérant du Cercle, mais aussi de Monsieur Millet, qui est gérant du W. On parlait justement des problématiques qu'il rencontre, puisque ces établissements sont fermés depuis le 15 mars dernier, soit près quand même de 6 mois sans activité et sans rentrée d'argent. Et vous vouliez justement, Monsieur Millet, revenir sur la problématique des bars qui vous font une petite concurrence quand même un peu déloyale. C'est pas une petite, c'est une grosse. Ça fait depuis de tout temps, j'ai connu ça, où les bars organisent des soirées. Au bout d'un moment, voilà, on pousse les meubles, on met un DJ, on pousse tout, et puis on fait une grosse soirée. Et puis, ça a bien marché, on va mettre des chapiteaux dehors, on va faire encore plus gros. Et au final, ils font plus gros que les boîtes de nuit. Et les gens, ils vont plus en boîte de nuit, ils vont dans les bars, ils s'éclatent, c'est beau, c'est en plein air, c'est sympa, puis ça change. Et puis, tiens, un restaurant qui fait la même chose. Le restaurant, il pousse les tables. Allez, c'est l'heure. On met un orchestre. Puis, c'est une concurrence totalement déloyale. Et puis certains ferment même après toi. Souvent, c'est ça. Non, on n'est pas du tout sur les mêmes charges, on n'est pas du tout sur les mêmes taux, on n'est pas sur les mêmes conditions. Mais c'est là où on se demande comment, en fait, donc vous avez des contrôles qui sont très stricts, mais qui ne sont pas opérés sur les bars.
En fait, si vraiment on parle, c'est plus dans les catégories d'ouverture au niveau de la mairie. Il y a des catégories de 5 à 1. 1, c'est Distreland. 5, c'est un restaurant basique. Le problème, c'est que plus tu vas monter en catégorie, plus tu dois augmenter ton système d'alarme incendie, tu dois avoir un désenfumage, tu dois avoir un traitement sur les murs pour protéger contre le feu. Rien que dans ma boîte de nuit, le traitement m'a coûté plus de 50 000 euros, avant même que je mette le moins de coups de pinceau quand j'ai fait les travaux. Parce qu'il a fallu mettre une espèce de pâte de 1,5 cm sur tous les murs partout pour tout protéger, parce que c'est hyper dangereux une boîte de nuit, que ça peut prendre feu, exploser. Non, on est sur des normes sécurité qui sont drastiques, et donc sur des frais qui sont très, très importants. Un restaurant, il ouvre, il n'a pas ces règles-là. Il est sur une catégorie 5, c'est moins de 100 personnes, je crois. Il a quelques tables et tout ça. C'est facile, tout le monde peut ouvrir un petit restaurant. Les règles sont très allégées justement pour les aider. Le problème, c'est quand ils mettent des chapiteaux dehors qui poussent, qui prennent 300-400 personnes, déjà ils sont complètement hors la loi. Sauf que ils peuvent se permettre de vendre des bouteilles beaucoup moins chères. Ils n'ont pas les frais qu'on a, ils n'ont pas rien, ne serait-ce que la SACEM. Il y en a beaucoup, j'ai eu dire, qui sont au forfait, qui payent des 400 € annuels. On n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Donc c'est facile de vendre une bouteille moins chère que nous et de nous prendre la clientèle qui devrait venir chez nous et nous permettre de travailler correctement. Mais est-ce que vous pensez que cette concurrence déloyale est entretenue? C'est ça la grande question. Parce que vous êtes contrôlé, visiblement. Elle est complètement entretenue. Je dirais même elle est encouragée par l'État puisqu'elle n'est pas régulée. Mais pourquoi? Si demain vous enlevez tous les radars en Guadeloupe, que vous enlevez tous les panneaux de limitation de vitesse et que vous laissez les gens faire ce qu'ils veulent, pensez franchement que les gens vont rouler à 90? De grandes chances pour que non. Voilà. Clairement. Pourquoi on met des règles? Pour tenir un petit peu la chose, pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi. Il y a des règles sur la consommation de boissons, mais ce n'est pas respecté, ce n'est pas contrôlé. Les gens, dans leur tête, actuellement, vous avez une attestation SACEM, donc vous êtes allé déclarer, donner un chèque de caution, ce qui n'est pas légal non plus, mais bon bref, vous avez une attestation SACEM, vous êtes couvert, votre soirée est en règle. Alors que non, pas du tout, il y a beaucoup plus de règles que ça, mais les gens ne les connaissent pas. Donc elles ne sont pas respectées. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit le préfet, on a demandé au sein de l'association à être reçu par justement la gendarmerie et le préfet à ce niveau-là pour justement leur rappeler les règles. Comment fonctionne une soirée? Qu'est-ce qu'on doit déclarer? Qu'est-ce qu'on doit demander? Parce qu'on a l'attestation SACEM, c'est bon, ils ont la SACEM. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des licences d'organisateur de spectacle, déjà à la base. C'est une licence d'organisateur de spectacle, elle est rattachée normalement à un lieu, et vous passez une formation d'1 semaine pour vous apprendre quoi faire en cas d'incendie, quoi faire si quelqu'un tombe, les règles, la capacité d'accueil, tout. Enfin, c'est une formation d'1 semaine qui coûte un certain prix, mais qui est surtout pour vous apprendre comment gérer une salle qui peut accueillir beaucoup de monde, comment gérer les flux, comment gérer les évacuations, les espaces, tout. Ça, ce n'est pas imposé pour les restos. Mais un organisateur de soirée doit avoir cette licence d'organisateur de spectacle. Très peu long. Vraiment très très peu. Actuellement, c'est... Les licences 4, c'est autre chose. Ça, c'est pour le la débit licence de 4, boisson. c'est pour l'alcool. C'est ce qui vous donne le droit... Il faut ça aussi, d'ailleurs. Dès que l'alcool est servi hors d'un repas, ça veut dire que vous arrivez, vous commandez une bouteille d'alcool, oui. Dès que vous commandez un verre d'alcool, oui. Si vous n'êtes pas en train de manger, ça veut dire que vous n'avez pas une assiette devant vous, je ne parle pas d'un petit panier de tapas, une assiette, l'alcool doit être accessoire du repas et pas l'inverse. Ça veut dire que si vous avez le droit effectivement d'avoir un restaurant, de servir une bouteille de vin, même un whisky, même ce que vous voulez pendant que la personne mange. Dès qu'elle ne mange plus, non. Et beaucoup de restaurants ici, ils utilisent ce droit pour vendre des bouteilles à 60 € alors que nous, la même bouteille est vendue 120 €. Donc forcément, on n'est pas du tout sur les mêmes règles. Une licence 4, ça coûte de l'argent. Il faut déjà la trouver, la licence 4. Ça se trouve, mais ça coûte cher. Très beaucoup cher. Alors, vous pensez que les autorités ont une dent contre vous? Les boîtes de nuit, c'est obsolète, c'est peut-être qu'il faut changer la formule? Je pense pas que ce soit une dent, je pense plus que c'est une mauvaise connaissance du milieu. Ça veut dire que... On confond un peu tout? Oui, boîte de nuit, c'est le crime organisé, c'est le blanchiment d'argent, c'est la drogue, c'est dangereux, attention, n'y allez surtout pas. Par contre, tous les jeunes, ils y vont, ils s'éclatent, et la moitié, ils ont rencontré leur femme là-bas. Donc, il faut être honnête un petit peu sur les choses. On est utile, voire je dirais même indispensable, c'est un défouloir. Beaucoup de gens attendent le week-end pour venir s'éclater chez nous, mais
Pour le gouvernement, déjà, beaucoup ne vont pas en boîte de nuit. Je ne pense pas avoir vu le préfet ou quelqu'un d'autre déjà venir à la boîte. Mais ils ont je dirais pas une incompréhension. Méconnaissance. Voilà, une méconnaissance du milieu. C'est-à-dire qu'ils ne nous connaissent pas, parce qu'ils n'ont jamais cherché à nous parler ou à nous connaître. Depuis peu, on est au milieu du débat parce que forcément, on commence à gueuler un petit peu qu'on est fermé. Donc ils commencent à découvrir. Certaines mairies, Madame Polifon a découvert des règles avec ses services, donc ils essayent de les faire appliquer, mais ils commencent à peine à mettre le nez dedans. Mais c'est le moment où justement, il faut... Il y a des habitudes qui se sont créées entre-temps. Il y a des habitudes, il y a des passe-droits, il y a plein de choses, mais c'est le moment où il faut vraiment mettre le nez dedans et que chacun soit à sa place et respecte les règles. C'est tout ce qu'on demande, pas plus. Et qu'on nous aide aussi à surmonter cette épreuve. Mais votre fermeture prolongée ne favorise pas un retour aux règles. Au contraire. Le fait que les boîtes de nuit soient fermées, mais c'est la fête de partout. Mais justement. On nous dit que le problème c'est la fête, le problème c'est la danse, mais il n'y a pas un bateau où ça danse pas tous les week-ends sur les îlets, il n'y a pas un endroit où les gens sont pas en train de faire la fête, tous les restaurants ça fait la fête. On n'arrête pas. Donc c'est danser, donc le point central, enfin la problématique centrale, c'est la danse. C'est pas forcément de se rassembler dans la boîte, c'est le fait de danser. Alors, au début, c'était le rassemblement. Jusqu'à combien le 14 juillet, 15 juillet Jusqu'au 10 juillet, on nous a dit le problème c'est il faut éviter les rassemblements, les gens peuvent danser à leur table. À partir du 10 juillet, le gouvernement a encore changé son fusil d'épaule et a dit on ne veut plus du tout de danse, c'est terminé, plus de danse. Interdit total. C'est-à-dire les gens ils doivent rester assis comme ça et boire leur verre et c'est fini. Mais soyons honnêtes, regardez les réseaux sociaux, regardez partout, regardez tout ce qui se passe tous les week-ends, on est très loin de ça. Donc apparemment le danger c'était les boîtes de nuit, on était on va, à nous seuls, le Covid va exploser. Ah bon? Ça s'est calmé depuis qu'on est fermé? Non, je crois pas. Au contraire, ça explose maintenant. Ça reprend. Donc c'est parce que nous, on était fermés. Avant que je ferme, avant même le début du confinement, quand le Covid a commencé à exploser, je donnais déjà masque, gel hydroalcoolique, prise de température à tous mes clients. Tous. Toutes les soirées, tous les restos, tout ça, ils ne le font pas. À l'heure actuelle, alors que moi je le faisais avant. C'est-à-dire que les boîtes de nuit, on sait gérer les gens bourrés. On sait gérer les gens qui veulent se battre. Tout ça, on sait le gérer, on a l'habitude de le faire. On serait capable de gérer ça aussi. Dire aux gens d'avoir une distanciation, dire aux gens de ne pas danser, parce qu'il faut arrêter de rêver, ça n'existera pas. Vous n'empêcherez pas quelqu'un de... Non, vous le ferez pas, c'est pas possible. Donc, ça. Pour beaucoup, ça paraît un peu comme une excuse. Hein. Mais arrêter de danser, ça va... On peut le limiter, mais vous ne pourrez pas l'interdire. Nous, on est capable de gérer ça. On est capable de l'encadrer et de l'amener dans les meilleures conditions. Mais là, c'est là qu'on rentre quand même on est dans un espace privé, effectivement. Bon, on se mélange à des gens, mais c'est un peu de la vie privée quand même. Le besoin de danser, le désir de danser. Est-ce qu'on peut réguler, même se poser la question de devoir réguler ça? Oui, je peux comprendre qu'on veuille le réguler par rapport à la situation actuelle. Je le comprends tout à fait. Pas de problème. Mais il faut le réguler intelligemment. En fermant les boîtes de nuit, c'est pas réguler intelligemment. Parce que les gens ne vont pas arrêter de faire la fête. Non, ils démultiplient les soirées. Mais bien sûr, ils louent des villas, ils font des soirées à 400-500 personnes dedans. Il n'y a aucun geste barrière. Il n'y a aucun contrôle, on ne leur demande rien. Et la gendarmerie ne peut même pas y aller parce que c'est au titre privé. Ils font ce qu'ils veulent. Et qui va leur dire quelque chose? On ne peut rien leur dire. Vous allez contrôler toutes les villas de Guadeloupe? Vous allez contrôler tous les îlets de Guadeloupe? Vous allez poser un gendarme sur chaque gilet en début de week-end? C'est pas possible, soyons honnêtes. C'est vrai, moi je suis totalement d'accord avec Laurent, c'est-à-dire qu'on nous a laissé fermer en disant qu'il ne faut pas faire la fête, il ne faut pas danser, mais le problème, on l'a juste déplacé. Les gens n'arrêtent pas de faire la fête, ils vont juste faire la fête ailleurs. Et nous, ce qu'on avait proposé, c'était justement que les discothèques encadrent cette fête et surtout qu'on pouvait assurer une traçabilité avec différentes solutions telles que des registres qui pouvaient être tenus, les gestes barrières qui pouvaient être appliqués comme Laurent l'a précisé. On pouvait organiser tout cela. Malheureusement, on ne nous a pas laissé l'organiser. On nous a juste dit, vous restez fermés parce qu'on n'a pas le droit de faire la fête. Mais la fête se fait tous les week-ends. La fête se fait dans des bars, la fête se fait dans des restaurants, dans des villas, sur des bateaux, sur des places publiques. Je suis désolé. À un moment, faut qu'ils arrêtent de nous sortir l'excuse. On ne peut pas danser parce que les gens, on les voit tous les jours. C'est vrai que sous couvert de bonne cause,
bonne opération. Par exemple, sur Jarry, on a vu qu'il y a eu des fêtes quand même qui ont été Complètement. organisées. Et puis, nous l'idée n'est pas non plus de réouvrir parce qu'on a pleinement conscience de la situation sanitaire. Mais si on nous applique cette règle, on souhaiterait que la règle soit appliquée à tout le monde. Que ce soit simplement. qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. Qui est vraiment une seule et même règle pour tout le monde. Pas de fête, pas de danse. Eh bien, on ne peut pas danser dans un bar, on ne peut pas danser dans un restaurant. Dans les villas, il y aura forcément des contrôles. On ne peut plus danser nulle part. Mais ne nous dites pas que le problème, c'est de danser en discothèque. Ça, non, c'est complètement aberrant pour nous. Et moi, je reviendrai sur un point également qui est pour moi très important. Beaucoup de personnes critiquent le monde de la nuit, critiquent les discothèques. Mais je vais vous donner un exemple qui est très concret. Je vois au niveau de mon personnel, les personnes que j'emploie, c'est qui? C'est des étudiants qui ont besoin d'argent, très souvent pour la rentrée, pour financer leurs études. C'est des mères ou pères de famille qui ont besoin de nous pour arrondir les fins de mois, parce que sinon c'est très compliqué. Donc on a vraiment une population de personnes qui, justement, le monde de la nuit leur permet de vivre la journée, leur permet d'être plus à l'aise financièrement. On ne le remet pas en question, c'est une économie. C'est une économie, mais beaucoup de personnes oublient justement cet aspect. Ils voient uniquement qu'on fait la fête, qu'on fait la fête. Il y a une hypocrisie autour du monde de la nuit. Petite hypocrisie, méconnaissance et surtout beaucoup d'idées reçues concernant le monde de la nuit. Donc c'est vrai que nous, on parle en tant que gérant aujourd'hui, parce que nous sommes les premiers impactés, mais derrière, on a tout un personnel. Vous savez, ça me fend le cœur de voir que certaines personnes de mon personnel m'envoient un message pour me dire « Quand est-ce qu'on réouvre? Je suis en galère, la rentrée arrive, habituellement j'aurais pu avoir un petit peu d'argent avec la boîte, là c'est compliqué. » Vous savez, en tant qu'entrepreneur, ça me fait mal au cœur, parce que je sais très bien que ces personnes-là, ils viennent pas à la discothèque pour s'amuser. Ils viennent parce que voilà, ils aiment la nuit. Il y a ceux qui s'amusent, mais il y a ceux qui travaillent. Il y a ceux qui s'amusent, mais il y a ceux qui travaillent. Il y a ceux qui travaillent et qui aiment ça et qui en ont besoin pour vivre la journée. Donc c'est une situation qui peut être compliquée donc pour vous, mais aussi pour tous les emplois indirects que vous embauchez en fait. C'est exactement ça. Situation délicate. Situation très délicate. Ce sera quoi la prochaine étape ? Si vos demandes ne sont pas assez audibles au niveau du gouvernement et des institutions, ce sera quoi la prochaine étape? Soit on fait la grève de la faim, on se laisse mourir, sinon on dépose le bilan, c'est tout. Donc des dépôts de bilan? Ah bah il y a un moment, on va être obligé d'y arriver. Ça va être la seule solution. On va pas pouvoir éternellement rester dans cette situation, parce que moi je suis... Donc plus de boîtes de nuit en Guadeloupe? Plus de boîtes de nuit en France. Vous pensez que même niveau national, on ne va pas régler la problématique? Je vous ai dit, il y a 2 semaines, on était à 300 boîtes de nuit fermées. Ah, il y a 2 semaines. 300 fermetures. Là, je pense, à mon avis, qu'on doit être au double. Dépôt de bilan, liquidation. Au bout de 6 mois d'inactivité, vous savez, on peut l'entendre. Je parle avec certains patrons de boîtes de nuit, donc certains qui sont au Cap d'Agde, ils ont des loyers de quasiment 40 000 € mensuels. À multiplier par 6. Bon, forcément, ils accueillent 4-5 000 personnes. Mais imaginez juste, vous leur proposez quoi? 15 000 € maximum par mois? Sur 3 mois, donc 45 000 €. Ils font quoi avec? Ils font rien. Fait depuis le mois de mars. Nous, on est là parce que on essaye, tout le monde défend sa paroisse. Mais ça devient... Il y en a pour qui c'est beaucoup plus compliqué que ça encore. Plus on est gros, plus on tombe de haut. Complètement. Votre message à la population, respectivement? C'est compliqué en ce moment pour nous. On essaie de se battre pour justement qu'on puisse se retrouver à une date ultérieure. On est incapable de dire quand. Voilà, on essaie on va dire de solliciter toutes les personnes qui nous accompagnent. N'hésitez pas à nous soutenir. On sait que pas mal de personnes ne connaissent pas notre milieu, ne connaissent pas notre métier. On est prêt à expliquer, prendre le temps justement de montrer pourquoi on vend une bouteille à tel prix, pour justement prouver les tarifs et notre honnêteté. Faut pas penser qu'on est blindé d'argent. Si on est dans le monde de la nuit, c'est parce qu'on aime ça, c'est tout. C'est parce qu'aujourd'hui on se bat pour ce métier-là. Aujourd'hui je me bats pour moi, je me bats pour mon père, et pour lui c'est sa seule activité, c'est la discothèque. Donc voilà, aujourd'hui, on essaie juste de sauver les meubles pour qu'on puisse maintenir tout le capital qu'on a réussi à monter sans avoir été suivi par aucune banque ou autre. Vous me disiez justement que niveau banque, déjà compliqué à la création, donc pour Ah non, des mais caisses... niveau banque, on est dangereux. C'est comme pour le gouvernement. Il y a un gros inconnu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par le passé. Je parle dans les années 80, par certaines boîtes de nuit qui ont fait du mal à l'image du métier. Mais c'est... comme dans tous les métiers, c'est une poignée. Et forcément, au niveau des banques, on est mal vu. Mais moi, mon message à la population, il serait plus pour les gens qui ont envie de faire la fête, justement. Même si vous faites la fête dans le domaine privé, essayez de respecter les gestes barrières au maximum. Essayez de vous protéger. Parce qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte.
ils vont faire la fête et ils ramènent après la maladie à leurs grands-parents, à des gens. Ça peut aller très loin. Et si tous ensemble, on n'essaye pas de faire bloc face à cette maladie, bah, les boîtes de nuit ne rouvriront jamais. Parce qu'on en est conscient. Pourquoi actuellement on essaye de se battre un petit peu contre les bars et les restaurants qui font n'importe quoi? C'est parce qu'on sait que plus ça va durer, plus nous, on va rester fermés. À la limite, l'État me payerait tous mes loyers et tout. Bon, vous voulez. Mais même malgré ça, je dirais, il faut arrêter ça. Parce que plus ça va durer, plus on va aller dans un n'importe quoi qui peut être réalisé dans des villas privées, plus bah, ça va durer et ça va être compliqué, cette épidémie. Il faut que tout le monde y mette du sien. Je crois qu'on a un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. On va pas tarder à se quitter d'ailleurs, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Allô, oui, bonsoir, est-ce qu'il est toujours là? Non, je ne pense pas. Si c'est pour des invitations, c'est compliqué. Il n'y a pas de soirée organisée. Mais c'est vrai que bar ouvert, boîte de nuit fermée, on a par exemple cinéma ouvert, mais salle de spectacle fermée, il y a des choix. Salles de spectacle, elles peuvent ouvrir. Mais on a des annulations sur annulations en fait. Moi je vois, pour Pourquoi? ne pas Parce que les nommer, la Casarte, il y c'est avait plus des rentable. spectacles. C'est juste ça. C'est une histoire de rentabilité. On nous demande de réduire sur la capacité, on demande de mettre un mètre, on demande que les gens ne dansent pas. Comment vous allez interdire des gens qui vont regarder un concert de Cassav à ne pas leur dire vous ne dansez pas? Vous êtes assis sur des chaises à 1 mètre les uns des autres, vous n'avez pas le droit de danser. Il faut être réaliste, c'est pas possible. Donc ils ont le droit d'ouvrir, mais avec des règles qui ne sont pas réalisables. Comme nous, boîte de nuit, on nous dit oui, vous pouvez rouvrir, mais vous devez fermer à 2h du matin. Et faire en sorte que les gens ne dansent pas. Et attends, non. Les gens doivent être assis sur une chaise, comme ça, avec leur verre, toute la soirée, et écouter un DJ. Mais c'est pas réalisable, on en est conscient, c'est pour ça qu'on dit non. C'est pas possible. Et pour ne pas être contraire à la loi, donc vous préférez ne pas prendre ces solutions. C'est ça. Et tous les bars et les restaurants qui sont ouverts actuellement sont sont sous le même régime. Les gens doivent être assis et ne pas danser. C'est peut-être le nouveau monde. On part du côté du téléphone. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, on vous écoute. Alors, je voulais vous demander pourquoi, au niveau des discothèques, pourquoi vous ne faites pas une action nationale? Parce que je pense que la décision sera prise au niveau national. Parce que je ne comprends pas, enfin, j'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas pourquoi vous organisez uniquement au niveau local, puisqu'on sait très bien que c'est au niveau national que la décision sera prise concernant les discothèques. Est-ce qu'il ne faudrait pas, vous tous, au niveau national, vous mettre ensemble pour pouvoir avancer? Même si, bon, je pense qu'il y a des particularités à Guadeloupe. Sur ce, bon, c'est vrai qu'il y a le sanitaire. Selon l'État, il y a danger au niveau des boîtes de nuit. Mais je pense qu'il faut trouver une solution parce qu'on ne peut pas vous dire de fermer et ne pas vous financer. Si on vous ferme, il faut au moins que vous soyez indemnisé. Donc c'est pour ça que je disais qu'il fallait faire une action au niveau national. Sur ce, bon courage et bonne soirée. Merci beaucoup monsieur pour cet appel. Alors pourquoi pas l'action au niveau national directement, concertation de tous les gens de boîte de nuit? Alors, sur le plan national, il faut savoir que certains d'entre nous, on fédère également un syndicat national qui est le SNDLL, pour ne pas le citer. C'est eux qui ont négocié justement les 15 000 euros sur les 3 mois, donc les 45 000 euros. Donc nous, en fait, on intervient également avec le Syndipro sur le plan local, étant donné que le marché, très clairement, en Guadeloupe, a des spécificités culturelles, notamment, avec la danse, très clairement, ça fait vraiment partie de la culture guadeloupéenne. Donc nous, au Syndipro, on intervient vraiment sur le plan local pour travailler en accord avec le préfet, pour pouvoir rassembler toutes les autorités, et également on va dire, mettre à plat un certain nombre de choses qui n'étaient pas appliquées aujourd'hui en Guadeloupe. Mais on est vraiment de pair avec les syndicats sur le plan national, et on suit, pour être transparent avec vous, vendredi soir, il y a une réunion à Bercy, justement, avec les syndicats qui rencontrent de nouveau le gouvernement sur le plan national. Donc voilà. On aura un point à faire la semaine prochaine. Il y aura sûrement un point à faire. On Très espère bien. qu'il sera positif. Très bien. Merci. Oui, un dernier mot, monsieur Lee? Pour aller un peu plus loin, parce que justement, je regardais rapidement sur mon téléphone, parce que tous les jours, en fait, on a des news du syndicat national des discothèques, dont il a parlé. Là, je regarde, par exemple, le 26 août, donc aujourd'hui, ils ont rencontré le ministre Alain Griset à propos des aides aux discothèques, pour parler du PGE, est-ce que c'est réalisable ou pas. Tous les jours, ça bouge au niveau du national. Tous les jours, il y a quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est suivi et de manière très intensive, parce que ça représente
On est, je crois, plus de 1500 discothèques actuellement encore. Ouais, on est avec les... Oui, on a à peu près Voilà, 1200 à peu près. au national, ça représente énormément d'argent, énormément d'employés. Je pense qu'on parle en milliards. Ah oui, non, mais c'est vraiment énorme. Après, il y a des grosses boîtes, mais déjà, tout le monde, ça représente beaucoup. Mais pourquoi nous, on veut agir au terme régional? Parce que la région est en droit d'aider les entreprises de la Guadeloupe, et nous, on est en Guadeloupe, on paye des impôts. En Guadeloupe, on paye de la SACEM. En Guadeloupe, on paye tout en Guadeloupe. Donc, on veut déjà que la Guadeloupe nous aide à tenir nos activités et les emplois qui sont en Guadeloupe. Très bien. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir pour nous éclairer un peu sur votre situation. On prendra des nouvelles justement dès la semaine prochaine pour voir si la situation se débloque parce que dans ce cadre-là effectivement c'est tout un secteur qui est menacé donc c'est assez compliqué. En tout cas merci encore chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Votre émission revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Des bisous, à bientôt.